Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue au troisième webinaire « Réenchanter la cour d'école secondaire ». Ce webinaire porte sur les déplacements actifs aux abords de l'école. Votre présence illustre bien le grand intérêt autour de l'aménagement de la cour d'école et de ses abords, et plus particulièrement en ce qui concerne les déplacements actifs aux abords de l'école. En introduction, mentionnons que l'ensemble du projet Réenchanter la cour d'école secondaire est une recherche-création qui a été initiée par Loisirs Sport Montérégie et la coopérative de solidarité Parcomètre. Ce webinaire est l'une des composantes du projet Réenchanter la cour d'école secondaire qui se compose de différents outils. On pense notamment à une revue de la littérature, des fiches thématiques, des vidéos de 3 cas champions d'écoles ayant réaménagé leurs cours, et également un total de 3 webinaires dont l'essentiel sera disponible pour écoute en rediffusion. Le projet Réenchanter la cour d'école secondaire a été développé de manière complémentaire à certains outils conçus pour le primaire, mais qui sont transposables et aisément adaptables pour le niveau secondaire. Je pense notamment au guide Aménager la cour, un travail d'équipe et Ma cour, un monde de plaisir. La coopérative de travail L'Escabeau, dont je fais partie, a été mandatée pour assurer le développement des contenus, la coordination du projet et sa diffusion. Loisirs et Sport Montérégie a réalisé le projet initial grâce à un soutien financier reçu dans le cadre de la politique gouvernementale en prévention de la santé via le ministère de l'Éducation. Puis, grâce à une nouvelle subvention du même ministère, le réseau des unités régionales de loisirs du Québec a pu diffuser à grande échelle les outils développés en Montérégie. Mon nom est Benjamin Branget, je suis cofondateur et associé de L'Escabeau. Il me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et veuillez prendre note que j'agirai à titre de maître de cérémonie. De l'équipe de L'Escabeau, 2 personnes se joignent à moi. Celles-ci ont participé au développement du contenu de ce webinaire. Je vous présente Françoise Durand-Lot, qui a cumulé plus de 25 ans dans le dossier de la promotion d'un mode de vie physiquement actif, et également Leila Mostefa Kara, qui sera votre interlocutrice dans le clavardage. Nous accueillons également 2 invités, 2 personnes ressources. J'ai nommé Valérie Marcon, qui est coordonnatrice au projet de transport actif pour l'organisme Accès Transport Viable, ainsi que Renaud Valade, chargé de projet pour l'organisme Voyager Futé. Tous 2 connaissent bien le dossier de la mobilité durable et des déplacements actifs. Ils sauront ainsi enrichir le webinaire grâce à leur expérience terrain, notamment réalisée auprès du milieu scolaire, primaire et secondaire. Le premier webinaire avait pour titre « Favoriser l'aménagement naturel, vert et écologique », tandis que le deuxième concerne l'organisation de la cour pour favoriser l'activité physique et contrer le déficit nature. Nous terminons aujourd'hui la série de ces 3 webinaires avec un dossier tout aussi pertinent, soit les déplacements actifs aux abords de l'école. Comme pour les webinaires précédents, une fiche thématique spécifique à ce sujet est disponible. Les éléments relatifs au climat, aux saisons, à la météo, ainsi que la place de la communauté et à l'inclusion font aussi l'objet de fiches thématiques. Toutefois, ces thèmes ont été intégrés de manière transversale dans tous les webinaires. Et sans plus attendre, abordons ensemble les objectifs visés par notre rencontre. Alors, premier objectif aujourd'hui, stimuler votre intérêt par rapport à l'aménagement de la cour d'école secondaire, de ses abords, mais aussi par rapport à les thématiques du jour, les déplacements actifs. Deuxième objectif, partager des connaissances et des outils, des expériences, vous proposer une façon d'aborder l'organisation de l'espace, les abords de l'école, qui soit originale, inspirante et porteuse pour votre milieu. Troisième objectif, identifier des approches innovantes, des histoires à succès, des bonnes pratiques que nous saurons vous partager, vous pointer, mais que vous saurez certainement aussi nous partager. Et s'inspirer, vous inspirer de l'expérience de nos 2 ressources invitées, mais également de l'expérience qui est la vôtre, que vous saurez certainement nous partager au travers du clavardage. Voilà. Alors, la table est mise pour le début de ce webinaire. Je me tourne sans plus attendre vers ma chère acolyte Françoise. Alors, Françoise, dans les 2 premiers webinaires, on a positionné le fait que les jeunes adolescents, particulièrement, présentaient un déficit d'activité physique et un déficit nature. Réenchanter la cour d'école s'inscrivait en fait comme un moyen pour essayer de contrer ces déficits-là. Est-ce que tu pourrais, pour le bénéfice de tout le monde, nous rappeler en fait quelle est la cible à atteindre en matière d'activité physique quotidienne pour des jeunes adolescents?
Bien sûr, Benjamin. Alors, bonjour à tous. La cible, dans le fond, pour les jeunes de 5 à 17 ans, c'est de cumuler au moins 60 minutes d'activité physique par jour d'intensité modérée à soutenue. Combien de proportions de jeunes atteignent cette cible? Seulement 38 %. Et quand on s'en va voir un petit peu plus spécifiquement chez les 12-17 ans, bien, ça chute à 27 %. Le fait de pratiquer une activité physique pendant plus de 60 minutes va bien sûr nous procurer des bénéfices sur la santé et intégrer du transport actif à son quotidien, c'est un super moyen d'y arriver. Le transport actif, ça fait écho au déplacement utilitaire, donc aller à l'école, à l'épicerie, au travail, et ça intègre tous les déplacements qui entraînent une dépense d'énergie. Ça peut être effectué à pied, à vélo, en patin à roues alignées, en planche à roulettes et même en fauteuil roulant non motorisé. Qu'est-ce qui est intéressant de constater, c'est qu'au cours des 30 dernières années, le transport actif vers l'école a chuté de 50 %, ce qui n'est pas banal. Donc, pourquoi devrait-on agir dans un dossier comme les déplacements actifs? C'est que une autre donnée qu'on a découverte qui est intéressante, c'est que les jeunes qui vont à l'école à pied ou à vélo bougent en moyenne 8 minutes de plus par jour. Ça ne paraît pas beaucoup, mais ça représente quand même 13 % de pratique quotidienne, de la pratique quotidienne dont on faisait mention tantôt. Donc, il y a un potentiel énorme à aller chercher pour amener les jeunes à être plus actifs, mais un potentiel qu'on dirait peu exploité en ce moment. Un fait intéressant, c'est que par le dossier du transport actif, on pourra rejoindre des jeunes qui ne pratiquent aucune forme d'activité physique en ce moment, soit parce qu'ils n'ont pas d'intérêt, ils n'ont pas de moyens, ou parce qu'il n'y a pas d'installation sportive à proximité de leur lieu de domicile. Je me permets d'enrichir ces informations, Françoise, en mentionnant qu'en 2012, l'organisme Québec en forme publiait qu'un jeune sur 5 se déplace à pied ou à vélo pour se rendre à l'école, mais que dans près de 60 des cas, ou pour 60 des jeunes, pardon, le transport motorisé est l'un des principaux obstacles à être actif pendant les moments de loisirs. Donc, ça illustre bien les enjeux importants qu'il y a à considérer pour encourager davantage le transport actif, n'est-ce pas? Oui, en effet, Benjamin. Et d'ailleurs, la revue de littérature qui a été effectuée en amont du dossier Réenchanter la cour d'école secondaire a permis de mettre en lumière plusieurs des difficultés et des contraintes auxquelles les jeunes s'exposent lorsqu'ils utilisent le transport actif pour se rendre à l'école. Donc, il y a un travail de fond qui est à réaliser pour aménager des espaces et des lieux ou des liens favorables à ce type de déplacement et garantir le succès ou la sécurité des usagers pendant ces transports-là. La diapo qui suit nous présente, dans le fond, les bienfaits de la marche, mais on pourrait tout aussi bien appliquer ces bienfaits-là au vélo. Alors, venir à vélo ou à pied à l'école va favoriser l'exploration de son quartier, le jeu, la socialisation et l'autonomie des jeunes. Ça va aussi permettre d'augmenter le sentiment de sécurité à l'extérieur de l'école et de son domicile. Les jeunes vont obtenir plusieurs bénéfices sur la santé, des meilleures habitudes de vie, une plus grande énergie, une meilleure gestion de leur stress et une réduction des facteurs de risque. La circulation motorisée étant réduite, on peut penser qu'on obtiendra un impact positif sur l'environnement. Et dans certaines circonstances, on a prouvé que le transport à vélo était plus rapide que l'auto ou l'autobus. C'est sûr quand il y a du trafic, là, mais c'est quand même dans certaines circonstances. Donc, l'investissement est gagnant. Mais s'il utilise le transport actif, le piéton ou le cycliste sera plus vulnérable dans la circulation routière. Le degré d'exposition à la circulation motorisée, les volumes de circulation, la vitesse des véhicules vont être les principaux facteurs de risque auxquels il faudra s'attarder. L'établissement de limites de vitesse ne suffit pas à rehausser la sécurité. Il faudra apporter des modifications à l'environnement bâti pour sécuriser en tout temps les déplacements des usagers. On peut se questionner, François, savoir mais comment est-ce qu'on favorise l'adoption, autrement dit, d'habitudes de déplacement en transport actif, considérant ce portrait-là? En impliquant plusieurs acteurs, on va viser des environnements qui sont physiques, mais aussi des environnements sociaux et politiques qui vont nous aider. On va essayer de travailler avec la communauté et surtout les jeunes eux-mêmes. Il y a un travail collaboratif qui doit d'ailleurs s'installer entre l'école et son milieu. Et
je dirais, les actions doivent faire partie d'un tout qui va être cohérent, qui va émaner d'un portrait et d'une analyse de la situation. L'environnement bâti va assurément influencer les comportements en matière de déplacement. Comme il est conçu en ce moment par des adultes qui sont motorisés, on peut en déduire que le résultat qui en découle n'est pas toujours à l'avantage du transport actif. La distance et la convivialité du déplacement vont être des déterminants majeurs du comportement. Il y a aussi d'autres facteurs qui vont influencer le transport actif, la densité urbaine, la présence de trottoirs ou de pistes cyclables ou la possibilité d'en ajouter dans l'environnement, l'offre de transport actif qui est disponible et des éléments de sécurité routière comme des feux de circulation, des passages pour piétons ou des mesures d'atténuation ou d'apaisement de la circulation. Hormis la vitesse et le volume de circulation, le nombre de voies, l'éclairage, les obstacles visuels, surtout ceux qui seraient liés au stationnement au bord de la chaussée, sont d'autres éléments qui sont à considérer. Les éléments qu'on vient de décrire là vont inciter les parents peut-être à aller reconduire leurs enfants à l'école en voiture parce qu'ils auront des craintes lorsque leurs enfants empruntent le vélo ou se rendent à l'école à pied. Merci Françoise. On comprendra donc que les véhicules motorisés ne sont pas toujours très compatibles, autrement dit, avec les déplacements actifs. Ça vaut pour les automobiles, mais également pour les autobus et tous les aménagements qui sont associés à ces modes de transport motorisés. On pense notamment aux zones de débarcadère et au stationnement, comme tu l'as justement mentionné. Donc, une saine cohabitation doit être bien planifiée pour harmoniser les déplacements de tous. C'est ce qu'on retiendra. C'est essentiel et dans le fond, ça met en lumière la nécessité de prévoir et de construire des chemins qui vont être les plus directs possibles en évitant les obstacles puis en minimisant, dans le fond, les conflits avec les véhicules motorisés. Les mesures d'aménagement ne devraient pas concerner uniquement l'environnement qui est proche de l'école ou proche de la cour d'école, mais tous les trajets que les jeunes peuvent potentiellement emprunter pour s'y rendre. Et le vélo reste la star des déplacements actifs. C'est une des activités les plus pratiquées par les jeunes de 12 à 17 ans. Donc, ça offre un grand potentiel pour contrer l'inactivité physique chez les jeunes dans leurs déplacements. Sachant qu'aujourd'hui, 2 personnes ressources nous accompagnent pour échanger sur le sujet, nous partager leur expérience d'accompagnement, nous aurons l'occasion de les interpeller plus spécifiquement sur certains éléments. Mais avant de leur céder la parole, Françoise, j'aimerais ça que tu imagines un petit peu que je suis le directeur d'une école secondaire. Quels seraient, autrement dit, les éléments qui pourraient déclencher le fait de justifier que je contacte une ressource comme Renaud, comme Valérie qui nous accompagne tantôt, qui sont des ressources spécialisées en mobilité durable, en transport actif, et cela pour en fait obtenir des pistes ou des recommandations pour favoriser les déplacements actifs aux abords de mon école. Alors, quels seraient les déclencheurs, autrement dit? Il peut y en avoir plusieurs. Ça peut être une opportunité qui pourrait se présenter. Une opportunité genre une concertation scolaire municipale qui aurait l'objet de développer des pistes cyclables dans le secteur. Ça pourrait être aussi la rénovation, l'agrandissement d'une école pour revoir, dans le fond, les accès à la cour, les accès au stationnement, le débarcadère. Ça pourrait être dans le cadre d'une campagne de promotion, on veut faire bouger davantage les jeunes pour qu'ils bénéficient des bienfaits sur la santé, puis on va les inciter à se déplacer activement. Ça pourrait être aussi l'environnement, puis ça c'est peut-être le plus important, l'environnement même de l'école qui présente des lieux à haut potentiel d'accident sur lesquels on voudrait agir. Donc, des lieux où la cohabitation voiture, débarcadère, automobile est à améliorer, ou un besoin de sécuriser les déplacements actifs qui peut venir de l'école, mais qui peut venir des jeunes eux-mêmes ou de leurs parents, de la commission scolaire, de la communauté. Donc, comme tu peux voir, il y a vraiment plusieurs déclencheurs qui pourraient susciter ton appel à des ressources externes. Effectivement, j'en prends bonne note, comme nos participants et participantes, j'en suis sûr. Donc, oui. Avec ces différents éléments en mémoire, on est maintenant prêt à amorcer la conversation avec Valérie Marcon, d'Accès Transport Viable, et Renaud Valade, de Voyager Futé. Donc, tous les deux travaillent directement sur le terrain et sont en mesure d'accompagner une école secondaire dans la création d'environnements qui facilitent le transport actif. Je me permets toutefois de mentionner que dans les 2 cas,
Il s'agit d'organismes à but non lucratif, dont un centre de gestion des déplacements, qui ont entre autres pour mission de sensibiliser et de promouvoir le transport actif. Ça fait partie de leur mission notamment. Alors, Valérie, Renaud, bienvenue parmi nous. Très heureux de vous avoir à nos côtés pour ce webinaire. Merci d'avoir accepté l'invitation. J'aimerais commencer avec une première question. Pourriez-vous nous indiquer quelle est la première étape qui est à suivre ou qui est à réaliser quand vous approchez une école qui exprime un besoin d'accompagnement à l'égard du transport actif? Donc, quelle est la première chose qu'on réalise? Et en fait, je te dirais que comme chaque école a ses particularités, ses enjeux propres, sa réalité, la première étape consiste à faire une phase de diagnostic pour bien documenter finalement la situation, les problématiques qui sont en jeu. Françoise l'a évoqué tout à l'heure et puis c'est un incontournable. Donc, dans cette phase de diagnostic, on va s'intéresser à différents éléments. Pour commencer, on va faire un portrait des infrastructures. Donc, ça consiste à faire des visites virtuelles avec Google Street View, des visites terrain également. On prend beaucoup de photos, beaucoup, on documente. On récupère aussi des données qui sont disponibles auprès de l'école, du centre de service, de la municipalité pour nous aider finalement à faire des relevés des aménagements, puis des infrastructures de transport actif, la signalisation aussi qui sont existantes. Après, on va colliger aussi toutes sortes d'autres données, comme les limites de bassin de l'école secondaire, le nombre de jeunes, le nombre d'employés, de personnel. On va aller chercher des données aussi sur le volume de circulation, relevé de vitesse, accidentologie qui seraient disponibles. Ce n'est pas tout le temps le cas, mais des fois oui, auprès de la municipalité ou du ministère des Transports. On va chercher aussi à savoir s'il y a des campagnes de communication sur la sécurité routière, sur les transports actifs, s'il y a des opportunités de sensibilisation qui ont déjà eu lieu, s'il y a des projets de développement ou d'équipement qui sont à venir, soit pour l'école, soit pour la municipalité. Bref, on fait le tour vraiment de tous les éléments qui pourraient être pertinents à intégrer dans l'analyse de la situation. Ce qu'on fait aussi généralement dans l'étape de diagnostic, c'est un sondage qu'on fait auprès des jeunes et des familles aussi. Dans ce sondage-là, on cherche vraiment à identifier c'est quoi les modes de transport qui sont utilisés par les jeunes pour venir à l'école. Donc, à savoir si les jeunes viennent en voiture avec leurs parents, en covoiturage avec des amis, ou bien à la marche, en vélo, en transport en commun, etc. Et dans le sondage, c'est notamment l'occasion d'avoir leur opinion sur les enjeux de sécurité perçus, soit des jeunes et des familles. Et ça, c'est sûr que l'insécurité dans les modes de transport, mais ça influe vraiment, ça influence vraiment sur le choix du mode qu'on va utiliser pour se déplacer. Et dans le fond, avec le sondage, ça peut nous aider à identifier des éléments qu'on n'avait peut-être pas perçus avec l'analyse des infrastructures à elles seules. Donc, le tout, ça vient vraiment nous aider à boucler le portrait de la mobilité et d'accessibilité à l'école. Et souvent, ces sondages-là, en fait, ils viennent confirmer ce qu'on constate dans le portrait des infrastructures, mais aussi, ça montre des fois aussi qu'il y a une forte culture de l'automobile chez les familles et chez les jeunes, puis qu'il y a tout de même un grand potentiel d'utilisation des modes actifs malgré ça. Est-ce que l'analyse de ces diagnostics vous permet, dans les faits, de déceler un réel potentiel, autrement dit, d'utilisation des modes de transport actifs chez les jeunes? En fait, oui, souvent, on sous-estime le potentiel d'utilisation du vélo aussi dans la marche chez les jeunes pour se rendre à l'école. Dans les cas de diagnostic, on demande aux écoles secondaires de nous passer les codes postaux des étudiants et des étudiantes, mais également ceux du personnel de l'école. Et dans le fond, ces données-là sont traitées dans l'anonymat, bien sûr. Donc, on les cartographie, on applique des zones de marche et de vélo en fonction de l'offre en transport qu'il y a pour se rendre à l'école. Et dans le fond, on est capable d'identifier il y a combien de jeunes, en fait, qui peuvent, par exemple, venir en moins de 20 minutes de marche à l'école ou même en moins de 30 minutes de vélo. On a notamment travaillé avec le Collège Charlemagne dans la ville de Sainte-Catherine en fin d'année passée. Puis on était vraiment très surpris de voir qu'il y avait en fait une majorité des élèves qui pouvaient en fait se déplacer très bien de façon active. Dans la prochaine diapositive, on va voir qu'il y a 43% des élèves en fait qui utilisent le transport scolaire qui habitent à moins de 30 minutes de vélo de l'école. Donc, c'est vraiment un grand potentiel d'utilisateur potentiel du vélo qu'on a ici. Donc, utiliser ce genre d'appui cartographique, c'est vraiment intéressant parce que ça nous permet de voir à une échelle plus macro s'il y a en effet des infrastructures cyclables et piétonnes qui sont disponibles pour se rendre à l'école à partir des lieux de domicile variés des jeunes. Oui, puis comme dit Renaud, c'est vraiment intéressant de faire ce genre de cartographie de localisation des jeunes pour élargir l'échelle d'évaluation du milieu. En fait, ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est faire juste le focus de là où vivent les jeunes au moment T,
parce que les clientèles, hein, ça évolue vite. Là. On passe vite du primaire, ben, vite, ça dépend des moments, mais vite du primaire au secondaire, au cégep. Et ce qui est vrai finalement au moment du diagnostic le sera peut-être même plus d'ici 2 ans. Donc, il ne faut pas se concentrer seulement où vivent les jeunes, mais bien regarder finalement l'accessibilité de l'établissement dans son ensemble pour avoir une meilleure idée. On parle beaucoup des jeunes, mais il doit y avoir les jeunes, mais d'autres parties prenantes dans ces projets ou ces diagnostics-là. Comment est-ce que vous les intégrez dans la phase de diagnostic? En fait, dans le diagnostic, un des éléments vraiment importants, c'est ce qu'on appelle la marche de repérage, qui est en fait une visite collaborative. Là. On y invite toutes les parties prenantes pour aller observer la réalité du terrain. Donc, idéalement, on fait ça à l'heure de pointe le matin, là où il y a le plus de conflits d'usage en général. Il y a le balai des voitures, des autobus avec les piétons, puis les cyclistes au milieu de tout ça. On va marcher par la suite dans les rues environnantes pour voir les aménagements. On pointe aussi les lieux les plus problématiques, notamment ceux qui auraient pu être cités dans le cadre du sondage. Puis, ça permet finalement de débuter la discussion avec tous les acteurs qui auront été invités. Parce que l'implication des acteurs municipaux dans la démarche est essentielle là, si on veut pouvoir agir sur l'environnement de l'établissement scolaire. Par ailleurs, on essaie aussi de réaliser cette marche ou au moins quelques visites terrain l'hiver, parce qu'il est important de voir l'impact de la neige hein, dans notre pays. La gestion de l'entretien hivernal qui est fait ou moins fait, que ce soit au niveau du déneigement des stationnements, de la cour et puis des aménagements à proximité aussi. C'est en effet vraiment une bonne méthode de collecte de données, la marche exploratoire. En guise d'exemple, nous, avec le Collège Charlemagne, on était accompagnés de la ville de Sainte-Catherine, la direction du collège, mais aussi le service de police de la MRC. La ville était en fait très bien au courant des réseaux en place dans la ville et des modifications qui allaient venir aussi dans les prochaines années qui allaient peut-être influencer la mobilité, de même que les projets domiciliaires et commerciaux qu'il allait avoir. Donc, il y avait vraiment un bon portrait de la situation. Tandis que pour ce qui est du collège et du service de police, bien, eux, ils savaient déjà identifier des problématiques perçues des parents et tout ça selon leurs expériences. Donc, avoir tous ces acteurs réunis ensemble autour d'une même thématique de discussion, ça permet vraiment d'avoir un diagnostic qui est plus complet. Puis ensuite, c'est sûr qu'à l'aide de l'ensemble de toutes ces informations-là, avec la marche exploratoire, le portrait des infrastructures, l'analyse des domiciles, le sondage sur les habitudes de déplacement, on est ensuite capable de faire une synthèse vraiment des enjeux sur un site et à ses alentours aussi. Une fois que le diagnostic il est complété, on comprend autrement dit que vous êtes outillé pour bien faire ressortir des enjeux qui seront à gérer ultérieurement, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Puis en fait, ce que ça nous permet de faire, là, c'est d'identifier une série d'enjeux puis d'obstacles qu'on va synthétiser sous la forme d'une cartographie dans notre cas, là, une cartographie des obstacles au déplacement actif sécuritaire. Donc, comme on peut le voir, là, on voit pas mal plus large que juste l'établissement scolaire. Puis, ça nous sert de résumé finalement au gros document écrit qui va être avec. Puis on ne s'intéresse pas uniquement, bien sûr, à toute cette surface-là, mais aussi on vient pointer également d'autres secteurs, comme notamment les abords immédiats de l'école ou certains points plus problématiques des intersections qui auraient pu être identifiés aussi. Ici, on parle notamment de la polyvalente de Disraeli, donc plutôt Oui. un milieu rural. Est-ce qu'on pourrait considérer qu'il y a une recette magique à appliquer, que ce soit en milieu rural, périurbain, urbain directement? Comment est-ce qu'on s'y prend, autrement dit? Ben, en fait, il n'y a pas vraiment de recette magique, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, vu que chaque milieu a ses propres contraintes, a ses propres enjeux et puis sa réalité spécifique. En fait, la réalité en milieu rural ou en milieu urbain est bien entendu très différente, mais au-delà de ça, finalement, c'est le contexte urbain de l'établissement scolaire qui va jouer le plus, parce qu'il y a des écoles en ville qui sont très excentrées puis qui sont très difficilement accessibles en transport actif, et puis d'autres en milieu rural qui sont au cœur d'un village, au cœur de leur noyau villageois, et puis très bien implantés. Par contre, c'est vrai que le territoire couvert par une école secondaire ou une polyvalente en milieu rural est souvent très, très large et va avoir un impact sur le potentiel de transport actif des élèves. Si je reprends le cas d'Israéli,
c'est le bassin de desserte de l'école. Là, ça couvre 3 régions administratives, 4 MRC, puis 10 municipalités. Alors, c'est sûr que ça vient influencer sur le mode de transport, les besoins débarcadères d'autobus, puis le nombre de marcheurs potentiels. Par contre, c'est quand même une école qui est implantée au cœur d'Israéli, ce qui fait qu'il y a quand même pas mal d'élèves qui sont capables de se rendre à pied. Là, c'est les petits points jaunes, ce sont des élèves qui sont marcheurs. Puis, au-delà des élèves qui fréquentent l'école, c'est aussi qu'il y a d'autres usagers en dehors des périodes scolaires qui pourraient avoir accès à aller à l'établissement. Notamment, là, dans ce cas-là, il y a un aréna juste à côté. Là. Dans un contexte qui est plus urbain, je dirais qu'il n'y a pas non plus de recette magique. En fond, parce que chaque localisation a ses propres enjeux, comme l'indiquait Valérie aussi. Il y a des écoles qui sont plus excentriques que d'autres, puis il y en a d'autres qui sont en fait très bien connectées aux différents réseaux actifs de la ville. En guise d'exemple, le collège Charlemagne, en fait, la plupart des axes majeurs à proximité du collège, en fait, elle disposait déjà d'axes cyclables assez sécuritaires. Donc, le réseau permettait de se rendre de façon sécuritaire au collège à partir des 4 coins de la municipalité, voire même aussi des municipalités voisines. Donc, c'est sûr que ce n'est pas le cas de bien des écoles secondaires, même en milieu urbain, mais quand même. Mais je dirais qu'en général, les milieux urbains sont tout de même davantage propices à la proximité du lieu d'études avec le lieu de domicile des jeunes, voire aussi à également davantage d'options de transport pour se rendre au collège de façon active notamment. Donc, c'est aussi de vraiment agir sur la culture autour de l'automobile et de son utilisation chez les familles, et vraiment de favoriser la concertation avec là où les municipalités qui sont impliquées pour assurer des trajets qui sont sécuritaires et conviviaux pour les jeunes, mais aussi pour toute la communauté qui fréquente le collège, tel que le personnel. On constate que vos propos et surtout l'importance de l'étape de diagnostic fait énormément écho aux 2 autres webinaires où justement l'importance du portrait diagnostic est vraiment un incontournable. Donc, on comprend aussi qu'on a tout à gagner à bien prendre le temps, de mieux connaître la situation, de bien la lire, de bien la comprendre, d'identifier donc les enjeux, mais aussi les solutions à mettre en place. Donc, ça permet de mieux adapter les recommandations à la réalité et aux besoins qui sont observés. Et quelle serait donc l'étape privilégiée dans votre approche une fois le diagnostic est terminé? Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Qu'est-ce qui s'en vient? En fait, justement, après le diagnostic et puis l'identification des obstacles, vient l'étape des recommandations, qui est comme le but ultime. On va avoir des recommandations qui vont être liées au milieu physique, donc qui vont porter sur les aménagements, sur les équipements, les infrastructures, mais aussi des recommandations qui vont porter sur le changement de comportement et puis la sensibilisation. En fait, ce qu'on va essayer, c'est de proposer minimalement des recommandations pour chaque obstacle ou enjeu qui ont été identifiés. Parce qu'on le sait, là, rendre l'utilisation du transport actif, le rendre plus favorable, accroître son utilisation, c'est multifactoriel. Il va falloir agir sur différents niveaux pour atteindre cet objectif. Ce n'est pas juste un petit élément qu'on peut aller chercher. Mais dans les faits, comment est-ce qu'on organise le tout? Comment est-ce qu'on se forge un plan d'action avec toutes les recommandations à suivre? En fait, idéalement, là, le milieu va se doter d'un comité de travail qui va se faire un plan d'action. Nous, dans les plans de déplacement, ce qu'on va faire, c'est on va faire ressortir certains éléments pour aider à prioriser puis à se monter le plan d'action. Donc, bien sûr, on va mettre de l'avant les éléments les plus problématiques, donc les interventions prioritaires qu'il faudrait faire, celles qui sont les plus dangereuses finalement, pour venir prioriser certaines pistes d'action. Ensuite, on va peut-être identifier aussi ce qui est réalisable à court, moyen terme ou qui peut être fait dans une version plus temporaire, en test, versus les interventions qui sont plus coûteuses ou à plus long terme. Puis enfin, on va aussi identifier les actions sur lesquelles chaque acteur peut avoir un impact direct, qu'il y a une prise en main directe de l'acteur concerné par l'enjeu et la recommandation. L'implication des différents acteurs qui sont sur le comité de travail, c'est en fait super important parce que dans les recommandations qu'on propose, il y a souvent des interventions qui sont hors du terrain de l'école. Donc, par exemple, si on veut agir sur un trottoir aux abords de l'école, il faut s'assurer que la municipalité soit intégrée au processus et qu'il y ait une coordination en amont avec les acteurs qui est faite en fait. Donc, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va cartographier les recommandations qu'on propose. Et pour chacune des recommandations, comme l'indiquait Valérie, on va indiquer un niveau de priorité selon les constats qu'on a relevés dans le diagnostic. On va y mettre une échéance et les partenaires concernés sont bien impliqués. Les recommandations sont consultées vraiment par tous les partenaires et commentées.
et c'est ce qui permet en fait d'avoir une vision vraiment concertée à la fin sur les modifications qui sont désirables sur le site et à proximité. Surtout, c'est vraiment question de diriger le collège et les partenaires sur une bonne voie, en fait, pour mettre en œuvre le contenu des actions qu'on propose. Donc, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on ajoute des exemples de cas qui ont effectué à d'autres endroits, voire même des aménagements qui pourraient venir pour pallier les enjeux qu'on identifie dans le diagnostic. Vous avez parlé d'un comité de travail, mais au final, qui sont les acteurs impliqués réellement? Et en fait, c'est un peu comme je l'ai dit tout à l'heure, là, c'est que c'est essentiel, et puis Renaud l'a répété aussi, là, c'est d'impliquer les acteurs pertinents dès le début du processus, donc dès le diagnostic. Donc, idéalement, ton comité de travail, ça va être celui qui a participé aussi à ton diagnostic. Parce qu'en fait, si on partage la même vision de l'état de situation, ça va être vraiment beaucoup plus facile de travailler ensemble vers le but commun de résoudre ces obstacles. Il y a plusieurs parties prenantes et acteurs décisionnels qu'il faut embarquer pour qu'il y ait une bonne portée. Donc, au niveau de l'école, c'est la direction de l'école. Il y a aussi le service de transport scolaire du centre de service, éventuellement les services des infrastructures ou équipements ou ressources matérielles, là, suivant comment le centre de service est structuré. Puis l'équipe école aussi, pourquoi pas, hein? Il y a du travail aussi de ce niveau-là. Ensuite, comme l'école s'inscrit au cœur de son milieu, faut regarder plus large. Donc, la marge de repérage sert notamment à ça, à prendre le temps de regarder la dynamique de transition entre l'espace public et l'espace privé. Il faut impliquer le milieu municipal, comme Renaud le mentionnait, mais aussi on peut aller impliquer d'autres acteurs, comme le milieu de la santé. Il y a parfois des agents de promotion, prévention ou des organisateurs communautaires qui travaillent sur ce genre de comité. La sécurité publique, le ministère des Transports, même les ULS, souvent. Donc, c'est tout ce monde-là qu'il faut embarquer. J'ajouterais aussi à ces acteurs-là l'implication des sociétés de transport en commun, surtout pour ce qui est des écoles en milieu urbain. Dans le fond, ça peut vraiment servir au niveau des arrêts d'autobus pour assurer qu'il y ait une bonne sécurité de ces lieux-là dans les conditions d'attente pour les jeunes. Mais aussi, juste des fois, ça peut servir à changer l'horaire d'un autobus pour permettre aux jeunes de venir à l'école à temps. Donc, il y a plein d'implications qui peuvent être prises en compte. On comprend que, de par vos propos, chaque milieu est unique, que le diagnostic est important justement pour coller à la singularité du milieu, au contexte d'intervention. Et bien qu'on ne puisse pas généraliser toutes les recommandations, est-ce qu'il y aurait, malgré tout ça, des éléments sur lesquels on peut porter une attention particulière pour favoriser le transport actif, l'accroître et surtout assurer la sécurité des déplacements aux abords de l'école? C'est sûr, Françoise a fait une bonne mise en bouche quand même au début. Là, si on veut accroître l'utilisation du transport actif, il faut s'assurer d'offrir un contexte de pratique agréable et sécuritaire. Donc, ça, c'est essentiel. Donc, s'il n'y a aucun aménagement pour permettre de rejoindre l'école, pas de trottoir, pas d'aménagement cyclable, pas de traverse pour piétons, ça sera difficile de demander aux jeunes de venir à pied ou à vélo ou encore de convaincre leurs parents de les laisser aller à l'école de cette façon-là. Donc, comme une image vaut mille mots, on a choisi de vous illustrer ça un petit peu. Donc, sur cette première image, on voit un piéton courageux qui chemine dans un virage sur la chaussée directement puisqu'il n'y a aucun aménagement. On voit que ce n'est pas très convivial et puis qu'on n'a pas spécialement envie d'être à sa place à l'instant précis. Donc, ce qu'on va formuler, c'est des propositions ça peut être à court terme, comme l'image plus en jaune, avec des aménagements plus temporaires ou moins structurants finalement, mais qui rendent quand même sa situation plus sécuritaire. Puis sinon, bien sûr, on peut aller comme l'image en vert, quelque chose de vraiment plus structuré et puis plus permanent qui vient accroître le confort. Ça, c'était une autre situation en bordure d'une école primaire où, au niveau de l'existant, on avait déjà un aménagement cyclable, mais en fait, dans la réalité, c'était beaucoup plus complexe. Il y avait beaucoup de conflits parce qu'il y avait une voie à deux sens. Les autobus scolaires étaient obligés de se stationner dans la bande cyclable pour débarquer les enfants. Bref, c'était vraiment le chaos tous les matins et tous les soirs dans cette rue-là. Puis après le diagnostic et avec la discussion avec toutes les parties qui étaient là, notamment pour le diagnostic, des recommandations ont été mises en œuvre. Il y a la rue a été mise en sens unique pour pouvoir gagner de la place, implanter une piste multifonctionnelle le long de l'école et implanter des espaces de débarcadère en diagonale. Puis ça a été rendu possible parce que tout le monde était assis autour de la table au même moment, puis avait constaté ensemble la problématique.
Intéressant. Je pense que Renaud, il y a aussi un exemple que tu veux illustrer. Oui, en fait, l'image qu'on voit ici, c'était aux abords du collège Charlemagne. En fait, vous voyez ici la rue qui mène à l'école et une traverse piétonne, en fait, qui mène à absolument rien. Donc, des fois, il y a des recommandations qui sont assez simples comme ça, de tout simplement mettre une infrastructure active aux abords de l'école pour bien relier le réseau qui est déjà présent. J'avais également une autre image dans la diapositive suivante. En fait, c'est également encore au Collège Charlemagne. C'est une piste multifonctionnelle qui est sur l'axe principal d'accès au collège. Et on voit que celle-ci, mais en fait, s'arrête à mi-chemin. Donc, les gens, ils sont obligés d'utiliser la rue par la suite ou bien même le terre-plein. On s'imagine bien évidemment qu'en hiver, ça peut être assez tricky pour se rendre jusqu'à l'entrée, et encore plus difficile pour les gens qui ont des difficultés qui sont en mobilité réduite. Donc ici, encore notre recommandation avec les acteurs municipaux, c'était d'élargir cette piste multifonctionnelle-là jusqu'à l'entrée du collège. Souvent, Renaud, Valérie, on pense notamment que le stationnement peut être conflictuel ou peut être difficile à gérer. Comment est-ce qu'on peut garantir et assurer une bonne gestion du stationnement, des aires de débarquement, puis une cohabitation d'une manière générale harmonieuse avec l'ensemble des véhicules motorisés? Ouais, ben ça, c'est très juste, là, Benjamin. En fait, c'est un des enjeux récurrents qu'on a pu remarquer au niveau des écoles secondaires et des polyvalentes particulièrement, là. C'est le manque de délimitation là, des espaces de débarcadère, des espaces de stationnement et des espaces de circulation. Si on veut apaiser les conflits entre usagers et puis protéger les usagers les plus vulnérables, que sont les piétons et les cyclistes, là, c'est sûr qu'il faut essayer de bien séparer les espaces dédiés aux débarcadères des autobus, stationnement, débarcadères parents aussi, puis les espaces dédiés aux marcheurs, puis aux cyclistes. Dans le cas d'une autre école secondaire qu'on a accompagnée, il y avait, c'est à Saint-Michel, dans Bellechasse, il y avait devant l'école un immense espace là, qui est symbolisé en rouge, complètement ouvert, aucune bordure, aucune délimitation. Là, c'est même la voie de circulation, donc la rue, qui se confond avec le stationnement débarcadère d'autobus. Puis les jeunes doivent circuler au milieu de ça à pied, à vélo pour rejoindre l'entrée de l'école. Les seules indications qu'il y a sur cet espace-là, c'est du marquage au sol qui indique les emplacements des stationnements d'autobus scolaires. Puis on le sait, hein, le marquage, ça disparaît. Puis l'hiver, c'est plus ou moins intéressant. Bref, mettons que le manque d'aménagement était assez propice au conflit entre usagers sur cet espace-là. Puis si on veut le réfléchir pour essayer de le redéfinir, d'apaiser la situation, ben déjà, on va se questionner sur les besoins réels en stationnement. Est-ce qu'on a besoin de tous ces espaces de stationnement-là? Ensuite, est-ce qu'on a besoin de tous les espaces de débarcadère d'autobus qui sont pour l'instant signalés? Est-ce qu'on n'a pas une façon d'optimiser ces espaces aussi, là, de les rendre plus fonctionnels? Essayer peut-être de jouer avec les horaires d'arrivée de départ des autobus versus des voitures. Puis, on va aussi s'assurer qu'il y ait des corridors qui permettent aux piétons et aux cyclistes de cheminer dans ces espaces-là. Définir un parcours clair, sécurisé avec soit des aménagements, ça c'est l'idéal, comme des trottoirs, etc. Mais ça peut être aussi éventuellement des mesures plus temporaires avec des poteaux, avec des chaînes ou du mobilier séparateur comme des bacs à fleurs, etc. Puis, ben, il y a une étape aussi qui est importante, c'est sensibiliser toutes les parties sur les règles de circulation et de stationnement, bien entendu. J'ajouterais également à ça que c'est très important d'avoir une réflexion aussi sur l'intégration des supports à vélo dans le stationnement. Lorsqu'on parle des supports à vélo, il y a déjà des ratios qui sont recommandés, notamment par Vélo-Québec, sur un nombre qu'il faut pour répondre à la demande des élèves et du personnel aussi. Il y a un ratio, par exemple, en guise d'exemple, pour une école de 200 élèves et de 20 employés, bien, on recommanderait environ 15 espaces de stationnement pour vélo. Mais bien évidemment, ces ratios-là sont là à titre indicatif. Il peut y avoir besoin de plus de supports à vélo qui peuvent varier d'une école à une autre. Mais dans le but de promouvoir le transport actif, il faut vraiment faciliter la vie des cyclistes. Sur la diapositive, vous voyez quelques exemples qu'il ne faut pas reproduire, donc des supports cassés, qui ne sont pas fixés au sol ou même à côté des bennes à ordures. Donc, c'est important d'avoir non seulement un bon nombre de supports à vélo pour répondre à la demande, mais aussi un bon aménagement et un bon entretien de ces lieux-là pour favoriser leur utilisation. Excellent. Merci pour ces photos, scénarios d'horreur. Quelles sont, d'une manière générale, les ressources qui peuvent soutenir les écoles dans leur objectif de favoriser les déplacements actifs?
C'est sûr qu'en premier lieu, c'est important de voir avec son centre de service et avec la municipalité quand on veut lancer ce type de démarche. C'est les premiers interlocuteurs à interpeller. Puis sinon, c'est sûr qu'il existe différents organismes ou des firmes conseils qui peuvent accompagner les milieux là, sur ces problématiques. Actuellement, il n'y a pas de programme spécifique pour les écoles secondaires, là, mais la démarche qu'on a présentée là, avec les plans de déplacement ou les plans de gestion de déplacement, ça fonctionne très bien, là, autant au primaire qu'au secondaire. En effet, en fait, les éléments de diagnostic et de recommandation qu'on vous a présentés aujourd'hui, ils sont tous deux présents dans les plans de déplacement scolaire et dans les plans de gestion des déplacements. Mais dans les plans de gestion des déplacements, ça vise aussi, cela dit, le personnel du collège et aussi d'autres thématiques inhérentes à la mobilité durable. Donc, on va aussi aborder la thématique du transport en commun, le covoiturage, mais aussi d'autres thématiques comme la gestion des incitatifs pour promouvoir l'utilisation des modes durables chez les employés. Valérie, Renaud, vous nous amenez beaucoup de recommandations pour qu'une école, en fait, s'assure de proposer un cadre sécuritaire pour favoriser les déplacements actifs et surtout une cohabitation harmonieuse entre le transport actif et le transport motorisé. L'offre qui est disponible se trouve réellement enrichie, autrement dit, mais le travail ne s'arrête pas là, j'en suis convaincu. Lorsqu'on veut amener des jeunes à bouger, à se déplacer activement et de manière sécuritaire aux abords de l'école et surtout à adopter un nouveau comportement qui est celui de se déplacer activement tous les jours ou une bonne partie de sa semaine. Alors, qu'est-ce qu'on fait en ce sens pour changer le comportement, pour que les jeunes passent à l'action, autrement dit? On constate en effet qu'il y a vraiment une forte culture autour de l'utilisation de l'automobile chez les familles, même chez les élèves, même en milieu urbain, en fait. Donc, même s'il y a la présence d'infrastructures actives pour se déplacer, qu'il y en a des pistes cyclables, qu'il y a des trottoirs, mais il y a quand même un besoin d'agir pour informer, pour sensibiliser, puis aussi pour inciter à l'utilisation du vélo, de la marche, etc. Donc, comme on a pu le voir avec le Collège Charlemagne tantôt, on avait quasiment 50% des élèves qui pouvaient se déplacer en vélo en moins de 30 minutes autour du collège, mais on n'avait que quelques supports à vélo pourtant au site de l'école. Donc, c'est pourquoi l'école secondaire elle a quand même un rôle à jouer au final pour favoriser l'utilisation des modes actifs et qu'elle a un rôle à jouer pour penser à plus large essor, pour informer et sensibiliser les jeunes, mais également l'entourage des jeunes, donc les parents, le personnel, puis même la direction de l'école. C'est pour ça qu'en plus des recommandations physiques là, qu'on va faire dans un plan de déplacement ou dans un plan de gestion, là, c'est qu'il va y avoir un important volet là, de sensibilisation et de communication à mettre en œuvre, puis de se doter d'actions réelles dans le plan d'action en ce sens-là. Là. Soit en faisant des communications auprès de tous pour changer les habitudes, les comportements, notamment si on rejoue un peu dans le stationnement et puis les aires de débarcadère, là, mais aussi directement la sensibilisation des jeunes aux bienfaits des transports actifs et puis à les inciter là, pour essayer ce type de déplacement. Là. Oui, en fait, il y a beaucoup de thématiques qui peuvent être abordées pour sensibiliser les jeunes. On peut notamment présenter les bénéfices d'utilisation du vélo sur la santé, mais aussi sur les économies personnelles qui sont quand même souvent pas assez considérées. On peut les présenter aux parents, au personnel, puis à la direction des écoles, comme je disais un peu plus tôt. Et pour ce qui est des élèves, c'est toujours bien de remontrer que l'utilisation du véhicule comme mode prioritaire, mais ça a un effet sur la dégradation de l'environnement autour d'eux. Également, il y a plusieurs éléments qu'on peut faire pour sensibiliser les jeunes. On peut faire des kiosques directement sur le lieu d'école, mais il y a beaucoup aussi de formations qui existent. Notamment, on fait des cours de mécanique vélo auprès des jeunes qui leur permettent d'être autonomes pour entraîner le vélo à chaque début de saison. Il y a aussi plusieurs programmes qui existent pour venir éduquer les jeunes et aussi les moins jeunes aux bonnes pratiques sécuritaires sur la route et les règles en place. Et on peut penser aussi à beaucoup d'événements qu'il y a tout au long de l'année. Je pense notamment au Parking Day, où on réaménage temporairement un ou plusieurs espaces de stationnement pour en faire des activités ludiques dessus, pour montrer que l'espace qu'on utilise pour les voitures, ça pourrait tellement être utilisé par d'autres choses, en fait. Il y a également le mois du vélo, la journée Marchons vers l'école, le mois du piéton, la journée nationale du sport et de l'activité physique. Et ça en est quelques-unes, en fait. Intéressant. Donc, on comprend qu'il y a vraiment tout un exercice, une démarche quasiment de marketing social pour promouvoir justement ces comportements-là et changer les habitudes, autrement dit, de déplacement en direction de l'école et au départ de l'école aussi.
Excellent. Une fois qu'on a réalisé, donc, qu'on a modifié l'environnement bâti, qu'on a peut-être apaisé la circulation, qu'on a mis en œuvre plusieurs recommandations, en plus des événements, des kiosques, des formations et ainsi de suite, comment est-ce qu'on fait pour mesurer, autrement dit, les effets de vos interventions ou des interventions qui ont été menées, les résultats sur le terrain? Comment est-ce qu'on fait pour voir si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, tout simplement? Oui, en fait, suite au diagnostic et aux recommandations, on attend un certain temps pour mettre en place les modifications qu'on propose au niveau des aménagements, mais aussi au niveau des activités de sensibilisation qu'on va faire auprès des jeunes, des parents et de la communauté qui fréquente le collège. Et on voit que ça s'avère vraiment super pertinent en fait, d'évaluer les effets que ça obtient, toute cette démarche-là par la suite. Surtout dans le sens que la ville, elle change et elle évolue au fil du temps. Il y a souvent et parfois une mouvance du lieu de domicile général des jeunes, en fait. Donc, c'est bien de faire un retour sur la situation afin de mieux s'adapter au changement et de toujours garder en fait la santé des jeunes et l'environnement comme une valeur vraiment fondamentale de l'organisation, dans la culture de l'organisation en fait. En fait, ce qu'on fait pour évaluer les effets de la démarche, c'est qu'on retourne encore une fois auprès des familles et des élèves avec un sondage sur les habitudes de déplacement. On constate donc avec ce retour au sondage s'il y a plus de jeunes qui utilisent le vélo par rapport à avant, même plus à la marche. Puis, en fait, ça, c'est souvent un outil pour montrer à l'école qu'en fait, leurs efforts, bien, ils vont aux bons endroits au final. Ça nous permet aussi, par le fait même, de voir s'il n'y aurait pas des nouveaux éléments à prendre en considération par rapport au moment où on a fait le diagnostic 1, 2, 3 ans plus tôt. Ce que ça nous permet de faire aussi, c'est de remettre à jour les recommandations émises en fonction du nouveau contexte d'analyse et en fait, d'évaluer en fait les retombées que toutes les mesures qui ont été mises en place ont eues. Je dirais que généralement, on recommande de voir à ce type de démarche-là comme une boucle ou bien une roue, en fait. Car quand on finit avec l'évaluation, bien, comme je disais, le contexte urbain, il évolue encore. La culture aussi, elle évolue. Il y a de nouveaux éléments qu'il faut prendre en considération dans l'analyse. Donc, le travail n'est pas nécessairement terminé. Il faut toujours garder un œil sur la mobilité des jeunes et de la communauté qui fréquente les collèges. Donc, c'est toujours bien de s'engager dans ce type de démarche-là, je dirais environ 5 ans. Excellent. Ben, merci beaucoup, Renaud. Valérie, je retiens vraiment le garder un œil sur la mobilité des jeunes, hein, sur les interventions, sur l'environnement, toujours maintenir l'effort pour sensibiliser, promouvoir, ainsi de suite, le bon comportement, si je peux le dire ainsi. Alors, ben, merci Valérie, merci Renaud pour vos propos qui assurément pondèrent et enrichissent le contenu de la fiche thématique que nous avons développée. Restez avec nous, on vous garde pour la période de discussion avec nos participants, nos participantes à ce webinaire. Je me tourne cette fois-ci du côté de Françoise. Françoise qui va justement nous permettre de faire le lien entre la thématique, donc les déplacements actifs aux abords de l'école, et la fiche thématique. Alors Françoise, est-ce qu'il y a des éléments qu'on a abordés avec Valérie Renaud qui n'auraient pas été abordés dans le cadre de la fiche? On t'écouterait sur le sujet. D'accord. Alors, c'est sûr que la fiche regorge d'idées qui vont donner du mordant puis de la couleur à vos interventions, mais je prends à la volée quelques idées qui pourraient être intéressantes. Porter une attention d'abord aux besoins de toutes les clientèles, ça va permettre d'inclure les gens qui ont des besoins particuliers ou les élèves qui ont des besoins particuliers. Développer des infrastructures à destination peut être intéressant. Je m'explique. Quand j'arrive à destination, je me suis déplacée activement pour aller rejoindre des copains à la pump track ou au parc de planche à roulettes. Donc, c'est un incitatif supplémentaire pour me déplacer activement. Sur le site de l'école, on en a peu parlé, mais on doit prévoir des espaces d'entreposage ou de remisage du matériel qui vont être sécuritaires, qui vont être visibles à l'abri du vol, du vandalisme, même des intempéries. Privilégier des supports à vélo qui vont soutenir par le cadre et non qui vont pincer les roues pour ne pas endommager, dans le fond, les roues, les déformer. Prévoir de l'éclairage, du marquage des voies qui vont permettre d'assurer une fluidité dans les déplacements. L'effet des saisons doit être considéré pour vraiment exploiter à son plein potentiel les déplacements actifs. Revisiter les webinaires précédents qui parlaient d'aménagement, d'organisation de la cour d'école pour faire des liens entre les zones et s'assurer que les déplacements actifs soient intégrés dans tout ça. Et surtout,
Garder un lien de communication constant avec les jeunes pour connaître leurs intérêts et s'assurer qu'on propose les bonnes choses, qui vont embarquer, qui vont être partie prenante de ces changements-là qu'on essaie de mettre en place. Excellent. Ben, merci beaucoup, Françoise. Donc, à découvrir ou redécouvrir au travers de l'affiche sur les déplacements actifs aux abords de l'école. Vous l'aurez tous et tous compris. Alors, avant de conclure la partie contenu de notre webinaire, je tiens assurément à remercier de nouveau nos deux interlocuteurs, Valérie Marcon d'Accès Transport Viable, Renaud Valade de Voyager Futé. Donc, merci beaucoup d'avoir préparé avec nous ce webinaire et d'enrichir le propos. Je me permets également, avant de rappeler où est-ce qu'on trouve en fait tous ces outils, tout le contenu qui a été développé pour vous aider dans le développement de vos démarches, de réenchantement de la cour d'école et de ses abords. Mais avant de se rendre là, je repasse la parole à Françoise qui va nous indiquer d'une manière générale ce qu'elle retient de ce webinaire, des échanges que j'ai pu avoir avec Valérie, Renaud. Alors Françoise, à toi la parole. Ben, ce que je dirais, c'est que le diagnostic, c'est une étape clé. On l'a vu dans les autres webinaires, c'est une phase à ne jamais escamoter et Valérie, Renaud nous ont confirmé que cette étape-là est super importante parce qu'elle permet de bien orienter ce qui va suivre. Ensuite, on a vu aussi que changer les habitudes, ça requiert de multiples stratégies, pas une seule. On doit penser plus large que ça. Travailler sur les environnements physiques, mais aussi, ça peut être des environnements sociaux, des environnements politiques auxquels on doit accorder un intérêt. Le travail de promotion, sensibilisation, voire même d'éducation qui va toucher les jeunes, les parents, les conducteurs de véhicules motorisés est super important. Et on doit aussi proposer des mesures de soutien efficaces pour que le comportement soit adopté. Ensuite, changer des habitudes, c'est non seulement de multiples stratégies, c'est aussi du temps. On doit y accorder du temps. Ça ne se fera pas comme ça en criant ciseaux. Il faudra observer, analyser, évaluer l'impact de ce qu'on fait. Et Renaud le disait, avoir des boucles d'amélioration sur lesquelles on repasse plusieurs fois pour voir l'effet de ce qu'on a proposé. Il y a des outils qui existent, les fiches entre autres, mais ils doivent être chapeautés par une vision globale. Et il faut essayer de voir où est-ce qu'on veut aller. Et pour ça, pour bâtir cette vision, on doit impliquer les jeunes, le personnel, la communauté pour qu'ils soient partie prenante du changement. S'assurer aussi d'avoir les bons acteurs, des gens qui vont pouvoir nous aider à changer les choses. Et c'est sûr que tout ça, ça demande des efforts, de l'énergie, de l'argent. Mais l'investissement va être bénéfique parce que la vie d'une école, son dynamisme, son apport, ça va bien au-delà des frontières physiques de cette école elle-même. N'est-ce pas? Merci, Françoise. Merci pour cette petite synthèse. Excellent. Alors, poursuivons. Poursuivons en vous mentionnant que demain, c'est pas très compliqué en fait. C'est à vous de jouer, chers participants, chères participantes. C'est à vous de changer la norme. C'est à vous de sensibiliser, de promouvoir le transport actif, d'agir en conséquence, d'amorcer une démarche de réenchantement dans votre école et dans votre communauté. Vous retrouverez donc l'ensemble du contenu, notamment les 5 fiches qui ont été développées sur le site guidesportloisirs.ca. Donc, vous allez y retrouver les 5 fiches, vous allez y retrouver les 3 vidéos de cas champion notamment, ainsi que des petites vidéos promotionnelles. Donc, c'est disponible. N'hésitez pas à aller dans la section ados, espace pour ados. Vous pourrez retirer le tout en version PDF. Ces éléments, tout comme différents acteurs, sont là pour vous aider, pour vous outiller dans votre passage à l'action. Je pense notamment au réseau des unités régionales de loisirs et de sport qui sont dans vos régions des acteurs incontournables. Il ne faut surtout pas hésiter à les solliciter. Ce sont des accompagnateurs qui vont pouvoir vous questionner, pointer des outils, pointer des ressources et surtout vous accompagner dans votre démarche. Alors, n'hésitez pas à faire appel à ces professionnels qui, assurément, vont être un game changer dans votre projet. J'en suis convaincu. Les 2 guides auxquels je faisais référence, les voici. Alors, on parle de 2 guides développés donc, par le ministère de la Santé et des Services sociaux et par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement. Ces 2 guides sont également disponibles en libre accès. Oui, comme je l'ai mentionné en introduction, ils ont été développés
pour le primaire, mais il n'en demeure pas moins qu'on peut aisément adapter les recommandations ou les pistes et avenues d'intervention qui sont recommandées pour le secondaire. Donc, n'hésitez pas, ne vous en privez pas, appropriez-vous-les pour justement voir comment est-ce qu'ils peuvent vous outiller et vous servir. Je continue également, cette fois-ci, en vous donnant la parole. On a quelques minutes devant nous pour vous entendre, pour échanger, pour vous écouter et peut-être répondre à vos questions. Profitons de la présence de Valérie, profitons de la présence de Renaud. Alors, je me tourne vers toi, Leïla. Est-ce qu'on a des questions qui t'ont été partagées dans le clavardage? Une première question. Oui, j'en ai pour le moment qui a été posée au début du webinaire. Est-ce que des représentations ont été faites pour l'article 499 du Code de la sécurité routière où il est mentionné que nul ne peut faire usage sur la chaussée de patins, de ski, d'une planche à roulettes ou d'un véhicule jouet? C'est sûr que le code de sécurité routière il a été révisé il n'y a pas si longtemps. Il y a eu des pressions, beaucoup de mémoires qui ont fait l'objet de ça. Pour l'instant, ça n'a toujours pas cheminé au niveau du ministère, malheureusement. Puis en plus, on l'a vu là, ces dernières années, il y a vraiment une poussée là, au niveau des trottinettes et autres modes de transport différents de la marche et du vélo qu'on a l'habitude de voir. C'est ça. Je pense qu'il y a encore du travail à faire là, pour aller sensibiliser le gouvernement à cette réalité-là, parce qu'effectivement, normalement, c'est encore interdit là, d'utiliser skate, trottinette, patins à roulettes de toutes sortes sur les rues publiques. Est-ce que toutefois, il y a, je me permets une question complémentaire, est-ce qu'il y aurait une tolérance de la part des corps policiers à l'effet que ces modes de transport actifs soient quand même présents sur la chaussée? Il y en a une tolérance, là, on ne se le cachera pas, là, on le voit tous dans nos rues là, qu'il y a. Après, c'est dans l'utilisation de ces modes-là que ça se joue, là, avec une utilisation probablement sécuritaire et respectueuse des autres usagers. Ça se passe bien. Mais... Alors, Leïla, je crois qu'on a une ou deux autres questions, n'est-ce pas? Exactement, j'en ai une deuxième qui vient d'être posée dans le chat. À quoi ressemblent les statistiques de transport avant et après dans un établissement comme le collège Charles Lemoine? Donc, à quoi est-ce qu'on peut prétendre comme amélioration, autrement dit? Renaud? Oui, en fait, pour l'instant, au Collège Charlemagne, on vient tout juste de faire le diagnostic, donc il faudra attendre un petit peu pour aller à l'étape d'évaluation. On a surtout en fait des données sur le personnel en ce qui a trait au changement de rapport modal avec ces démarches-là. Mais nous, ce qu'on évalue environ, notamment avec le personnel, c'est qu'on peut aller chercher jusqu'à 15% des automobilistes pour les faire changer vers un autre mode de transport par cette démarche-là. Excellent. Donc, à 15%, moyennant justement des aménagements, une intervention conséquente sur l'environnement bâti, la promotion et la sensibilisation. Mais ce qui peut, dans tous les cas, assurément entraîner des effets grandement bénéfiques sur la santé, sur l'activité physique de nos jeunes. Donc, c'est un 15% qui peut faire des petits et faire un effet boule de neige, j'en suis sûr. Je me tourne cette fois-ci vers un propos que Françoise nous glisse dans le clavardage, le risque zéro. Est-ce qu'on doit le viser au final dans les déplacements actifs? On pense à ça, oui, c'est dangereux, la cohabitation transport motorisé versus transport actif. Je redonnerai la parole à Valérie. Qu'est-ce qu'on en pense du risque zéro? C'est une excellente question. En fait, c'est sûr que nous, on aime l'approche de la vision zéro, qui est une intervention globale pour essayer de tendre vers zéro accident mortel ou grave. Donc, on comprend que le risque reste présent, mais d'atténuer finalement les conséquences de ces risques-là. Donc, pour répondre vite à la question, le risque zéro, on ne doit pas le viser pour tous. Par contre, ce qu'on veut viser, là, c'est d'avoir une pratique qui soit la plus sécuritaire possible là, pour les usagers des transports actifs. Et puis, un élément important que tu as mentionné, Valérie, c'est atténuer la gravité aussi des accidents. Donc, en apaisant la circulation et en ayant des contraintes au transport motorisé qui, justement, peuvent améliorer la situation et diminuer l'impact des blessures, assurément. Oui, exact. Et puis, tu vois, sur la vitesse, ça se calcule vraiment rapidement, là, les risques de mortalité sur des vitesses pratiquées par des autos, des véhicules.
à 50 km/h, c'est vraiment plus fort, 70% là, de mémoire, alors que quand les véhicules, la limite est de 30, on tombe à quelque chose comme 20%. En tout cas, je n'ai plus les chiffres précis en tête là, mais c'est vraiment drastique, là. Donc ça montre vraiment bien le lien qu'il y a entre le risque et la vitesse notamment. Donc, la création des zones 30 n'est pas anodine, ou du moins l'effervescence des zones 30 actuellement au Québec n'est pas anodine. Okay. Exactement, on vise l'atténuation des risques graves finalement avec ça. Intéressant. Je me tournerai cette fois-ci vers une autre question. Alors, on nous parle, Leïla, si je ne m'abuse, de corridor. C'est bien ça, corridor actif? Est-ce que nos experts ont déjà vu une forme de corridor actif pour le transport vers les écoles? Et donc, il y a une explication qui vient. Donc, par là, je veux dire les repères visuels qui permettent à des plus jeunes enfants d'emprunter un passage plus sécurisé et en étant guidés, bien sûr. En fait, il existe de la signalisation qui est même normative maintenant depuis peu par le ministère des Transports qui s'appelle corridor scolaire, cheminement scolaire. En tout cas, ça a plusieurs noms. Puis ça a la même couleur que la signalisation des zones scolaires, donc le jaune fluo, là. Puis on peut mettre ça le long des corridors spécifiquement identifiés pour le chemin des élèves. Souvent, là, les écoles ont comme des cheminements qui sont identifiés prioritaires là, sur lesquels ils vont fournir plus d'efforts pour sécuriser le transport, là où on va retrouver notamment les brigadiers, etc. Puis ces chemins-là peuvent être identifiés par de la signalisation spécifique qui est maintenant normée. Excellent. Très bien. Merci Valérie. Merci de votre participation. Bonne continuation. N'hésitez pas à interpeller les ressources professionnelles qui sont là pour vous accompagner dans vos démarches. Et surtout, n'hésitez pas à passer à l'action et à réenchanter votre cours d'école et ses abords. Alors, bonne continuation à toutes et à tous. Merci à nos présentateurs, présentatrices du jour et au plaisir de se recroiser. À bientôt tout le monde.